Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François Asselin, le président de la CPME. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Bon, on a fait juste avant un sujet sur la possible surtaxation des profits exceptionnels des pétroliers. L'Italie de Mario Draghi y réfléchit. En France, on en parle. Aujourd'hui, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a dit c'est une option mais qui n'est pour l'instant pas actionnée. Voilà, c'est pas sur la table. Vous en pensez quoi? Vous êtes pour ou contre, vous Vous savez, à partir du moment où effectivement la base... Vous taxez une boîte, c'est pas votre truc. Non, c'est pas vraiment notre truc. Alors après, effectivement, si par un effet, on va dire, inflationniste de la base sur laquelle... C'est les Français qui font le plein à la pompe, qui payent cher. Bien sûr. Dans ces cas-là, il faut entre guillemets avoir une certaine solidarité économique entre le consommateur et en amont l'entreprise qui va bien évidemment en profiter. Hein. Donc pas favorable. C'est-à-dire que le tout, c'est que personne entre guillemets ne perd de l'argent dans cette histoire. Hein. Ça sert à rien entre guillemets d'appauvrir une entreprise, un fleuron national, parce qu'on irait la surtaxer. Mais de l'autre côté, si elle se fait une marge exceptionnelle on parle de ça, là. Bien sûr, et bien là, il faut réguler le marché. Et je pense que... Et le meilleur moyen de réguler, c'est quoi, là? Alors, l'action volontaire de Total de vouloir, entre guillemets, dans sa chaîne de production, d'extraction jusqu'à la distribution, de reverser 10 centimes au litre de carburant, écoutez, je trouve que c'est plutôt... Vous savez que ça leur coûte, a priori, 100 millions d'euros sur 16 milliards de bénéfices. Ouais, alors... Est-ce que le compte y est? Ils peuvent aller un petit peu plus loin, bien sûr. Bon. Vous avez reçu à la CPME, c'est le sujet du jour, c'est pour ça qu'on a envie de vous écouter et de vous entendre. La plupart des candidats à la présidentielle qui sont venus présenter leurs mesures en faveur des PME, des TPE. Juste avant de rentrer dans le dur des mesures, qui vous a fait le meilleur effet? D'ailleurs, qui est venu, qui n'est pas venu d'ailleurs? Je crois qu'Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ne sont pas venus. Non, effectivement, Emmanuel Macron, il avait dit de toute façon qu'il ne ferait aucune présentation, on va dire, à une institution quelle qu'elle soit. Et puis, quant à Jean-Luc Mélenchon, il n'a jamais répondu à notre invitation. Même pas de réponse? Même pas de réponse. Bon, à croire que l'environnement des PME, TPE, qui sont pourtant partout sur le territoire, ne l'intéresse pas vraiment. Et puis, on a eu quand même la surprise, la veille au soir, d'Éric Zemmour qui s'est décommandé pour le lendemain matin. Donc ça, c'est pas très correct. Il aurait pu au moins m'appeler et m'expliquer qu'il ne serait pas là le lendemain matin. Donc c'est plus embêtant pour lui que pour nous. En attendant, quand on regarde... Qui vous a fait le meilleur effet dans ce... écoutez, donc Valérie Pécresse, ce que l'on peut dire, c'est que on va dire, du centre jusqu'à la droite, voire l'extrême droite, la population des chefs d'entreprise, de PME et de TPE est plutôt, on va dire, draguée, si on peut dire les choses. C'est-à-dire que quand on regarde les programmes, il y a beaucoup de choses orientées vers les PME, les TPE, que ce soit dans la baisse de la fiscalité. Et d'ailleurs, on voit très bien sur les impôts de production que beaucoup font le choix de baisser la CFE, CVAE, avant de baisser la C3S, parce que la C3S s'applique sur les entreprises qui font plus de 19 millions d'euros de chiffre d'affaires, alors que la CFE, CVAE, ça s'applique sur toutes les entreprises à partir du premier salarié pour certaines d'entre elles. Et puis... bien évidemment, à partir du moment où les PME, les TPE, c'est la France des territoires, c'est 99% du nombre d'entreprises, vous vous doutez bien que c'est un corps potentiellement électoral qui intéresse tous les candidats. Donc, c'est plutôt des programmes orientés PME, TPE. Alors maintenant... Dans les gros candidats, donc vous avez finalement Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Oui. Qui des deux vous a fait le meilleur effet? Au global, sur la plus au fait des problématiques, encore une fois, rencontrées par les chefs d'entreprise? Écoutez, c'est une question à laquelle je ne répondrai pas parce qu'il ne s'agit pas de ma part d'orienter le choix de la CPME que je représente vers tel ou tel candidat ou candidate. Notre rôle, c'est d'être en dialogue avec l'ensemble de l'échiquier politique. Les deux étaient bien au fait des dossiers? Alors, c'est ça la question en fait. Oui, sur la partie TPE, je vous appelle pas à voter pour quelqu'un. Écoutez, ce qu'on peut se dire, c'est que quel que soit le candidat, très honnêtement, il n'y a pas une vraie culture PME de la part de ces candidats, ne serait-ce que par leur propre histoire, si vous voulez. Mais en attendant, il y a une volonté de répondre à ce que peuvent être l'attente des patrons de PME et de TPE, que ce soit demain sur la pression fiscale, que ce soit sur le coût du travail, que ce soit sur l'environnement des PME, TPE par rapport à l'administration. Nous, ce que l'on demande, c'est qu'à partir du moment où, effectivement, dans leur programme, il y a une portion importante concernant les PME et les TPE, il faut crédibiliser ce programme. C'est-à-dire que faire en sorte de baisser la fiscalité orientée vers PME, TPE, ça nous fait plaisir.
Mais on sait très bien que pour baisser la fiscalité dans une France qui est endettée à plus de 117% du PIB, il faut faire des économies quelque part. Voilà, il faut rendre crédible. Et donc là, nous, on les attend aussi sur toutes les grandes réformes régaliennes, si je puis dire. Comment peut-on réformer l'action publique? Parce que sans cela, on ne peut pas crédibiliser je dirais, la partie favorable de la sphère marchande. Bon, vous avez le sentiment, on va rentrer dans les mesures après, que la cause des PME a été au global dans cette campagne présidentielle entendue par les candidats. On va faire des petits changements sur votre micro, tranquillement, parce qu'on est en direct et ça marche pas très bien. On vous entend, mais on veut vous entendre encore mieux. Ah d'accord, très bien. Encore une fois, ce sentiment, encore une fois, que vous défendez depuis très longtemps, la cause des PME, des TPE, est-ce que, pour une fois, en 2022 et plus qu'en 2017, cette cause a été entendue? Merci Laurie. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on peut dire, ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, on sent que, en termes économiques, on n'oublie plus les PME et les TPE comme par le passé. C'est-à-dire qu'on avait souvent, par le passé, des propositions très macroéconomiques qui concernaient toutes les entreprises. Et là, on sent bien que le volet PME-TPE commence un petit peu, si vous voulez, à germer. Et donc ça, on va dire que c'est une première victoire, même si c'est une victoire de sympathie, c'est une première victoire. En attendant, il va falloir, demain, quel que soit l'élu, eh bien qu'il mette en acte ce qu'il a pu, entre guillemets, nous promettre. Ouais. Et pour autant... Dans ce que vous avez vu, quel est pour vous le programme le plus pro-business en faveur, j'insiste, des TPE et des PME? Alors, ils ont tous, globalement... C'est pas l'école des fans, François. Non, c'est pas l'école des fans. Ils ont tous, quelque part, un programme qui est orienté vers le business. Donc là, il n'y a aucun doute. Mais si à côté de ça, on ne fait pas les réformes... Comme on parle à droite. On parle à droite. Oui, on parle à droite, voilà. On ne fait pas les réformes qui permettront, entre guillemets, de favoriser l'environnement économique des entreprises, eh bien tout cela, ça ne tient pas la route. Et puis, il y a certaines idées, on l'a vu dans les propositions d'Emmanuel Macron, où là, sur le volet social, on reste quand même interrogatif, ne serait-ce que la mise en place d'un compte épargne-temps. Alors, c'est des choses, sur le papier, en théorie, on va dire, très intéressantes, très séduisantes, mais souvent dans la réalité, et surtout dans les petites entreprises, on ne sait pas comment gérer cette affaire. Voyez-vous, c'est-à-dire que cumuler sur un compte épargne-temps des jours de RTT, des congés payés, des récupérations... C'est génial. C'est génial. Sauf que si à un moment, vous dites à votre patron, écoutez, je vais pouvoir prendre 3 mois à suivre, 6 mois ou une année sabbatique, c'est un poste que vous allez avoir beaucoup de difficultés à remplacer, surtout en ce moment dans une petite entreprise, d'autant plus qu'elle est petite. Et puis deuxièmement, il faudra que vous repreniez votre salarié qui sera peut-être parti pendant une longue période au même poste qu'il avait avant, en chassant celui qui l'a remplacé. Vous savez, c'est des choses qui évidemment peuvent faire rêver tous les salariés, mais dans la réalité, c'est loin d'être simple et ça ne correspond pas tellement au modèle économique des petites entreprises. Bon. Et dans les mesures que vous prenez absolument nécessaires, vitales pour les PME, quelles sont celles qui ont été reprises par les candidats que vous avez reçus, en tout cas, ou même pas reçus d'ailleurs, parmi tous les candidats qui sont... Alors parmi tous les candidats, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne la fiscalité et le coût du travail, globalement, est compris, si je puis dire. C'est-à-dire que nous, ce qu'on demande, c'est pas si radical que ça. On dit, écoutez, il faut qu'on soit dans la moyenne européenne à l'issue du prochain quinquennat. On ne l'est pas aujourd'hui sur l'IS, on l'est sur l'impôt sur les sociétés. Alors on l'est, on va le devenir sur l'impôt sur les sociétés. On va le devenir. Il reste encore une année pour le devenir. Mais sur tout le reste, non, on n'y est pas. On est toujours champion d'Europe de la pression fiscale, malgré la baisse de l'IS. Sur les entreprises, on est champion d'Europe. Vous avez des chiffres à la clé, je crois, mais quels sont les chiffres à la clé qui le prouvent? Eh bien, les chiffres qui le prouvent, c'est-à-dire qu'on se dispute tout le temps la première place entre le Danemark et la France. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Sur les entreprises. Et ça vient de quoi alors? Tout simplement, si vous voulez, ça vient de toute... à partir du moment où vous mettez à votre compte et que vous avez des salariés, eh bien, vous êtes taxé de tous les côtés, que ce soit sur le travail, que ce soit sur votre activité, et parfois même quand vous n'avez pas d'activité, vous avez quand même des taxes, ne serait-ce que la C3S, par exemple, sur le chiffre d'affaires, enfin, même si vous n'avez pas de résultat, vous avez quand même des taxes. Donc, lorsqu'on cumule tout cela... À partir de 19 millions d'euros. Sur la C3S, oui. Mais lorsque vous faites le cumul de toute cette pression fiscale, eh bien on s'aperçoit que les entreprises françaises sont les plus taxées en Europe. Tantôt c'est le Danemark, tantôt c'est la France. Ça serait bien quand même qu'on décroche de cette première ou deuxième place. C'est vrai pour les entreprises ou pour les TPE, PME spécifiquement? Alors, ce que je vous dis, ça fonctionne au niveau macroéconomique et ça fonctionne aussi au niveau microéconomique. C'est-à-dire que même les petites entreprises sont taxées de la même manière que, on va dire,
en comparaison, elles sont plus taxées que leurs homologues d'autres pays européens. Ne serait-ce que, vous voyez, sur les impôts de production, ces fameux impôts que l'on paye même si on ne fait pas de résultat, on ne gagne pas d'argent, hein, eh bien, la différence entre la France et l'Allemagne, pardon, oui. hein, non, pas les Américains. J'allais dire, alors là, ça sera encore plus compliqué. Eh bien, il faudrait encore faire un effort au niveau macroéconomique de l'ordre de 35 milliards d'euros. C'est considérable. Celui qui propose 30 milliards d'euros de baisse d'impôts de production, vous savez qui c'est Éric Zemmour. Oui, c'est Éric Zemmour. Voilà. Donc aussi, la CPME doit voter Éric Zemmour. Pas vraiment. C'est-à-dire qu'il faudrait... Non, il n'est pas venu nous voir. Il faudrait que M. Zemmour rende crédibles ses promesses. C'est tout, si vous voulez. Nous, on est des pragmatiques. Hein. C'est-à-dire qu'on peut nous lancer de jolis mots d'amour. En attendant, il faut que ce soit... Pourquoi c'est urgent ? Pourquoi c'est urgent vraiment de baisser les impôts de production ? Il faut être dans la moyenne européenne, tout simplement. C'est-à-dire que, vous le savez bien, on n'évolue pas tout seul dans son coin. On est soumis à une concurrence parfois très rude. Hein, on le voit bien en ce moment avec ce qui se passe avec les problèmes que nous connaissons après la pandémie, maintenant l'autre crise par rapport à l'Ukraine. Donc il faut absolument que nous soyons dans la moyenne européenne, tant sur la fiscalité que sur le coût du travail. Il faut que nous restions compétitifs. On ne demande pas d'être moins que tous les autres. Ça serait formidable, hein, mais on ne se fait pas d'illusions. Mais au moins être dans la moyenne européenne. François Asselin, vous savez que sur ces 30 milliards d'euros de baisse d'impôts de production, si d'aventure ils étaient mis en œuvre, le gros de cette somme irait, non pas pour vous, pas vous, les TPE et les PME, pas François Asselin, mais irait aux grands groupes. D'où l'idée de Marine Le Pen de flécher ces baisses d'impôts de production sur les TPE et les PME. Oui, alors vous avez trois... Quelle est la part que reviendrait aux TPE et PME sur ces 30 milliards ? Alors, portion congrue ou pas ? Tout dépend. Non, c'est une portion importante. En matière de volume de fiscalité, bien évidemment... Voilà, je parle du volume. Oui, alors, en matière de volume, bien évidemment, le chiffre d'affaires d'un grand groupe est nettement plus important qu'une petite entreprise. Mais le ciblage, parce que 30 milliards d'euros, c'est énorme pour les finances publiques, on n'a pas les moyens. Je veux dire, François Villeroy-de-Galhau, le gouverneur de la Banque de France, nous l'a déjà assez répété dans cette campagne. Il faut se donner les moyens. Les TPE et les PME. Alors nous, ce que nous disons bien évidemment, il faut commencer par les PME et les TPE. C'est pour ça que nous, ce que nous avons dit, il faut d'abord s'attaquer à la CFE, la CVAE, qui sont des impôts de production. C'est combien déjà ? 6-7 milliards, je ne sais plus. Oui, alors là, on est sur une enveloppe de 8 milliards sur ces deux impôts quand même, donc c'est pas rien. Ouais. Hein. Et ces deux impôts, évidemment, sont... Alors la difficulté pour l'État, pour on va dire l'action publique, c'est que ces impôts sont aussi levés par les territoires, régions, départements et agglomérations. Il faudra évidemment compenser. Donc il faudra compenser, bien évidemment. Mais d'un autre côté, ce sont des impôts qu'on voit d'une façon augmenter d'une façon très importante, ne serait-ce que la contribution foncière des entreprises, la fameuse CFE. Ouais. Et là, il faut faire très attention, bien évidemment, parce que évidemment, ça joue beaucoup sur la compétitivité des entreprises. Et puis pas que cela. Ce sont soit des repoussoirs, soit des accélérateurs pour la réindustrialisation. On regarde tout, si vous voulez. Quand il s'agit d'augmenter ses capacités de production, la fiscalité rentre bien évidemment en ligne de compte. Bon, sur la question des économies sur la dépense publique, aucun candidat pour vous n'est crédible sur ce sujet-là aujourd'hui ? Alors là, je trouve que c'est la partie très oubliée des programmes de tous les candidats. Seule Valérie Pécresse a annoncé une réduction des fonctionnaires. Je n'ai pas bien compris, encore une fois, l'administration administrante. Oui. Pas sûr qu'on trouve beaucoup de milliards là-dessus. En tout cas, elle en parle. Peut-être vous avez compris, moi je n'ai pas compris en tout cas. Oui, non, mais il y aurait 150 000 fonctionnaires de moins et 50 000 embauches, 200 000 en moins, plus 50 000 en plus pour, on va dire, les missions régaliennes de l'État. Tout en rajoutant plus de policiers, plus de profs, plus de... C'est ça, en fait, débureaucratiser l'administration. C'est un petit peu l'idée de Valérie Pécresse. Je ne suis pas sûr qu'on en trouve 150 000. Certainement. Nous, ce que nous disons à la CPME, c'est que d'abord, on a besoin d'un État et d'une administration efficace. Voilà. Vu ce que l'on paye comme impôt, en retour, on est en droit d'attendre que l'administration soit efficace. Et ce qu'on peut constater, c'est que vous avez certaines administrations où il y a eu énormément d'investissements, des milliards d'euros. Vous prenez l'éducation nationale, vous prenez l'hôpital, la santé. Et en face, on est finalement en manque d'efficacité. Donc ce n'est pas simplement qu'une question de moyens. Il y a un problème énorme d'organisation, de management. Donc bien évidemment, il faut travailler sur ces choses-là. Et nous, ce que nous proposons, ne serait-ce que pour les collectivités territoriales, parce que c'est là où l'inflation des
des fonctionnaires a été constatée. Eh bien, c'est que tout simplement, pourquoi justifier la protection d'un emploi à vie dans certaines missions de collectivité territoriale, par exemple. On pourrait très bien être sur des contrats de droit privé. D'autres pays l'ont fait avant la France, ne serait-ce que les pays du nord de l'Europe ou le Canada il y a 20 ans déjà. Et quand on fait un sondage dans ces pays-là pour ces personnes qui travaillent dans l'action publique, vous savez, majoritairement, ils préfèrent rester dans leur statut actuel que de revenir en arrière. C'est-à-dire qu'il faudrait moins de fonctionnaires, mieux rémunérés, mieux motivés que, évidemment, une fonction publique. Sur ce millefeuille administratif territorial, je crois que le président sortant, le président candidat, propose le conseiller territorial, ce qui nous ramène aux années Sarkozy qui n'avait pas été mis à bloc en place pour éviter de doublonner sur les différents échelons. Alors c'est le genre de proposition qui potentiellement peut être intéressante, mais dont on aimerait un petit peu plus de détails. Comprendre les contours, bien évidemment. Sur François Asselin, sur la réforme des retraites, vous êtes favorable à un report à 65 ans. Oui. Ça tombe bien parce qu'Emmanuel Macron et Valérie Pécresse le proposent. Eh oui. Et oui, pourquoi ? Parce que à partir du moment où vous avez... c'est pour ça que Mélenchon n'a pas voulu venir vous voir, parce que lui, il est sur la retraite à 60 ans. Oui, mais vous savez, Marine Le Pen est venue nous voir et elle est sur une base de retraite à 60 ans. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de... Vous voulez expliquer que ça coûterait quand même... Elle a dit que ça coûterait 10 milliards d'euros, son histoire. Oui, alors écoutez, c'est une dépense récurrente, c'est-à-dire que c'est pas one shot, c'est tous les ans, 10 milliards d'euros. C'est pareil pour les impôts de production. Voilà. Et bim. Voilà. Et bim. Donc, ce qu'il faut voir dans cette histoire, c'est tout simplement, il faut être assez pragmatique. À partir du moment où on est sur un système de répartition où ce sont les actifs qui payent les retraites des inactifs, des retraités, et qu'on a de moins en moins d'actifs pour de plus en plus de retraités, eh bien, ça ne passe pas. Mais les Français n'en veulent pas. Ils ne veulent pas repousser l'âge légal. Il y a plein de choses, il y a plein de choses dont on ne voudrait pas. On dit bien qu'il faut augmenter, il faut baisser les pensions, ils ne voudront pas. Non, mais après, il n'y a pas 50 possibilités, il n'y a pas 50 leviers non plus. Alors, on peut très bien ne rien faire, et comme vous commenciez à le dire, à ce moment-là, on va continuer à assister à ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'on va éroder les reversements, donc les pensions, les retraites. Puisque les pensions ne sont pas indexées. Elles sont sous-indexées. Ouais. Et finalement, on perd quelques euros tous les ans, ou quelques pounièmes de pourcentage tous les ans, mais sur 10 ans, sur 15 ans, ça fait beaucoup d'argent pour les retraités qui, eux, bien évidemment, n'ont pas d'autre choix que d'attendre leur retraite. Ils ne travaillent plus. Voilà. Donc le retour à la retraite à 60 ans, pour vous, ça serait une catastrophe ? D'autant que ce qui est vrai, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, le régime des retraites, sur 2021, on a eu les chiffres, le trou, c'est largement résorbé. Oui. Le trou, c'est largement résorbé. Donc, il n'y a pas non plus un déficit abyssal qui nécessiterait tout de suite, là, parce que c'est très sensible au niveau de l'emploi. En fait. C'est très sensible, vous faites bien de le souligner. En attendant, c'est quand même un système intergénérationnel. Et donc, si on veut éviter de connaître un épisode très malheureux, si demain le chômage remonterait, si on ne corrige pas, entre guillemets, aujourd'hui, les grands équilibres du système de recherche. Il n'y a pas d'urgence. Non, mais attention, quand on est sur le premier budget de dépenses de l'État, c'est 370 milliards d'euros, c'est considérable, et qu'on ne regarde pas cette dépense, eh bien, ça serait irresponsable de ne pas prendre le taureau par les cornes. Petite question, pourquoi est-ce que les patrons, les chefs d'entreprise, TPE, PME, mais pas seulement, n'augmentent pas plus les salaires qu'aujourd'hui ? Certains disent qu'il faut carrément conditionner les aides aux entreprises, justement, à des négociations et des vraies hausses de salaire. Oui, alors je vais vous donner une aide aux entreprises. Quand vous touchez une prime pour embaucher un chômeur de longue durée, lorsque vous touchez une prime pour l'apprentissage, en face, la contrepartie, c'est d'avoir embauché un chômeur de longue durée. Ouais. C'est d'avoir recruté un apprenti. Vous parlez d'augmenter les salaires, François. Alors, là, vous parlez des aides. Ouais. Sur les salaires, beaucoup d'entreprises, et surtout dans les PME, ont augmenté de façon individuelle leurs salariés, parce que tout simplement, ces derniers mois, si vous ne le faisiez pas, eh bien, vous les faisiez piquer par la concurrence. Donc, il n'y a pas mieux finalement que la concurrence pour chercher à garder ses salariés. Oui, écoutez, globalement, on ne va pas s'en plaindre pour les salariés, tant mieux pour eux quelque part. Ils sont dans une position, effectivement, si vous avez une compétence spécifique recherchée, de pouvoir négocier à la hausse leur salaire. Et je veux dire, ils en ont bien profité, tant mieux pour eux, et les entreprises ont répondu à cet appel. Après, vous avez des augmentations d'ordre collectif, là ce sont souvent les branches professionnelles qui d'abord négocient les salaires. Vous avez vu que certaines branches comme l'hôtellerie, café, restaurant ont fait des hausses très importantes parce qu'ils avaient une grille de salaire qui avait un retard considérable, donc il fallait bien évidemment faire les choses et ils l'ont fait. Et puis après, vous pouvez avoir les augmentations collectives dans les entreprises elles-mêmes. Et là, généralement, on se retrouve sur des augmentations collectives qui sont un petit peu calquées sur l'inflation ou sur la hausse du SMIC. Et donc, c'est pas la même chose, l'inflation du SMIC, c'est pas la même chose.
Le SMIC est quand même plus ou moins indexé sur la hausse de l'inflation. Plutôt moins que plus, quand même. Oui, mais globalement, vous allez voir, c'est à peu près similaire à l'inflation, hein, puisque très certainement avant l'été, le SMIC va encore connaître un coup de pouce. Un petit mot avant de se quitter, François Asselin, sur ce plan de résilience présenté la semaine dernière par le gouvernement pour aider toutes les entreprises, notamment les TPE et les PME, qui sont moins exportatrices, mais qui le sont aussi pour certaines d'entre elles, face aux conséquences de cette guerre en Ukraine. Au final, qu'est-ce qu'il en ressort pour vous ? Alors, le quoi qu'il en coûte est arrêté. Hein, il n'est pas réactivé avec ces mesures de soutien. C'était au final 6-7 milliards d'euros, les mesures pour les entreprises. Oui, c'est ça. Donc combien d'ailleurs fléchés sur les TPE et PME? C'est la question que vous me posez. Alors, d'après Bercy, il y aurait 78% des aides, c'est très précis, orientées vers les PME, TPE. On n'a pas les moyens, entre guillemets, nous, de vérifier. Milliards, quand même, hein. Comment ? Ça fait 5 milliards. Oui, ça fait 5 milliards. Hein. Ce qu'on peut constater, c'est que là, ce sont des aides, globalement, ce sont des aides bien ciblées, donc sectorielles. Maintenant, il y a quand même quelques réglages à faire, parce que si vous regardez par exemple les subventions liées au surcoût de l'énergie, pour pouvoir en bénéficier, il faut présenter un EBE, un excédent brut d'exploitation négatif. Ça veut dire qu'on risque de vous verser des subventions sur une entreprise moribonde. Nous, ce qu'on aurait aimé, c'est de pouvoir faire en sorte de verser cette subvention si vous avez en cours d'exercice la possibilité de montrer que vous avez des résultats qui tournent à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Ceci dit, globalement, les aides sont en place et c'est surtout dans la méthode et dans l'application où il faudra être, entre guillemets, très vigilant. Bon, un petit mot sinon sur les pénuries, je me demandais, il y avait déjà les pénuries, les problèmes de rupture d'approvisionnement avec le Covid, etc. On en sortait. Maintenant, avec cette guerre en Ukraine, où se trouvent aujourd'hui les pénuries? Rapidement, évidemment. Mais rapidement, on en découvre tous les jours. Les plus criantes. On en découvre tous les jours. C'est-à-dire que des fois, vous prenez par exemple la construction, des sous-composants de l'industrie métallurgique liée à la construction vont nous manquer. Le brame d'acier, par exemple, venait d'Ukraine. C'est des sous-composants métalliques qui permettent de faire des plaques de métal épaisses qui sont utilisées dans les travaux publics, qui permettent aussi de construire des engins de chantier. Et on est en rupture de stock. Des billes aussi d'acier qui permettent de fabriquer les fers à béton. Eh bien, on va en manquer. Résultat, on risque d'être retardé tout simplement dans la construction. Tous les jours, on découvre qu'on va avoir des pénuries dans l'agroalimentaire. Alors là, c'est toute une litanie de pénuries à venir. Hein. On a découvert, par exemple, que 3 milliards d'œufs étaient exportés d'Ukraine. Des œufs. Alors, ça ne va pas nous gêner, nous, au niveau de la panier de la ménagère, parce que généralement, on achète des œufs qui sont produits en France, mais toute l'industrie agroalimentaire est concernée. Et puis, vous savez, comme maintenant, on est dans une mondialisation, ce qui risque de manquer aux autres risque de manquer, par vase communicant, ça risque de manquer à tout le monde. Donc aujourd'hui, tout le monde est à la pêche de nouveaux sourcing, de nouvelles sources d'approvisionnement. Et c'est ce qui fait que ça fait monter bien évidemment les cours de toutes les matières premières, de beaucoup de produits, en espérant qu'on n'ait pas de pénurie. Bon voilà, en tout cas, merci de passer nous voir. Merci. François Asselin, le président de la CPME, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.